Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes député en sang pour la République de Paris, président de Renaissance pour la capitale. Avant de parler de l'actualité nationale, tout d'abord, sur le plan international, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la Belgique, le Danemark ou encore l'Autriche, ont suspendu le traitement des demandes d'asile des Syriens qui peuvent désormais rentrer chez eux. La France l'envisage. Est-ce qu'on doit le faire rapidement ? Enfin, ils peuvent désormais rentrer chez eux. Attendons un peu de voir ce qui se passe. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que Bachar el-Assad soit le régime. C'est la continuité Assad d'un régime soit tombé. Oui. Après, on va voir ce qui va se passer. Je sais que au Quai d'Orsay et au niveau de Beauvau, on réfléchit à ce qu'on va faire, entre autres avec les demandes d'asile syriennes. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, mais à suivre parce qu'évidemment, on a des inquiétudes vives sur les nouveaux maîtres de ce régime. On va parler des nouveaux maîtres. Pour le moment, de nombreux Syriens, malgré tout, rentrent chez eux. On voit ces fils vers la Syrie. Mais est-ce que vous craignez une nouvelle crise migratoire, comme certains, notamment au Rassemblement national, quelque temps après, si les islamistes appliquent la charia et se montrent intraitables avec les minorités ? Si le pays est stable et qu'il y a un développement économique, les Syriens vont naturellement rentrer, beaucoup d'entre eux, dans leur pays. Si évidemment c'est la charia, une charia dure et un chaos qui s'installe comme on l'a eu en Libye, comme on l'a eu en Irak ou d'autres pays après un soulèvement face à un dictateur sanguinaire, malheureusement on aura forcément une vague migratoire. Donc attendons de voir ce qui se passe. Évidemment, l'important c'est d'être très alerte sur la situation locale. Mais enfin je note et j'ai pu voir beaucoup d'images comme vous, je crois d'un besoin, la société syrienne, enfin d'être débarrassée de la famille. Mais comment on fait en attendant ? Est-ce que Paris et Berlin envisagent de coopérer sous certaines conditions ? Est-ce que vous estimez, Sylvain Maillard, qu'un islamiste peut être modéré ? C'est une très bonne question. Alors d'abord, d'un point de vue étude des visas, il y aura une réponse très rapide, puisque l'Allemagne s'est positionnée. Nous, il y aura forcément dans la semaine une position définitive des autorités du gouvernement. Après, est-ce qu'un islamiste peut être modéré ? C'est une très bonne question, une question de sémantique. Moi, je pense que l'islamisme est une gangrène. L'islamisme, on dit toujours radical. En fait, l'islamisme en lui-même est un poison. Et donc, je pense que non, on ne peut pas composer avec. Je note que on ne passe dans un pays, il ne faut pas avoir la vision occidentale. On pense toujours il faut faire des démocraties, ça devient des démocraties. La Syrie n'a aucune expérience démocratique. C'est un pays comme dans tout le Moyen-Orient, à part Israël, ce ne sont pas des démocraties ou des démocraties en très grande difficulté comme le Liban. Et donc attention de ne pas appliquer toujours les modèles européens à des cultures qui n'ont pas forcément... À bon entendeur. Là, peut-être, vous le dites aussi à notre propre pays. Je vous pose la question parce que ça nous concerne directement. Quel crédit aujourd'hui on peut accorder à ce rebelle islamiste Al-Jolani, ancien d'Al-Qaïda, qui avait instauré, je le rappelle, la charia dans la région d'Idlib et qui est à la tête des rebelles en Syrie. Et avec lui, il y a quand même des djihadistes français qui ont donc ou porté le feu, ou ils ont du sang sur leurs mains qui nous concerne directement. Voilà avec qui peut-être nous allons coopérer. Pas coopérer. Pour le moment, le renversement a quelques jours. On regarde ce qui se passe. Il y aura évidemment des positions du Quai d'Orsay et puis des services de renseignement. C'est quand même très inattendu, pour être tout à fait honnête avec vous, Sonia Mabrouk. Jamais on ne pensait que ça tomberait aussi rapidement, ce régime. Mais c'est ainsi le monde géopolitique, vous savez, change en permanence. On voit que depuis les attentats islamiques du 7 octobre en Israël, tout a changé dans cette zone. Il faut qu'on s'adapte. Est-ce qu'on a toutes les clés ? Non. Est-ce qu'il faut être réactif ? Oui. En France, à présent, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. Sylvain Maillard, nous n'avons pas de budget, nous n'avons toujours pas de gouvernement. On vient d'apprendre à l'instant que la fameuse loi spéciale va être examinée en Conseil des ministres ce mercredi. Elle est importante pour la suite. Le président, plus largement, dit vouloir un gouvernement d'intérêt général. Il va recevoir tout à l'heure à 14h les différents partis, sauf la France insoumise et le Rassemblement national. Quel est le message selon vous ? Peu importe combien de millions d'électeurs vous représentez, on va faire sans vous ? Alors, plusieurs questions dans ce que vous venez de dire. D'abord, c'est important qu'on vote la loi spéciale pour qu'on puisse prélever des impôts, se financer, s'endetter, d'avoir un fonctionnement à partir du 1er janvier. Donc, très important qu'elle soit adoptée en Conseil des ministres et puis qu'on puisse l'adopter, nous, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un point important. Ça, il n'y a pas trop d'inquiétude. Elle sera, et les différents partis l'ont dit. Tout le monde a annoncé, sera raisonnable. Et évidemment, ce sera une loi, je crois, en 4 articles simples, qui sont des articles techniques. On a besoin, tout simplement, d'avoir un début de budget. En tout cas, un mode de fonctionnement. Deuxième point que vous soulevez,
il nous faut trouver une majorité de non-censure. Non, mais c'est compliqué. Hein. C'est un élément de langage. C'est assez technique, mais Pourquoi en fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un gouvernement qui ne soit pas renversé au bout d'un mois, 2 mois ou 3 mois. Et un gouvernement qui soit capable de faire passer un budget dans le mois ou mois et demi qui arrive. Ça, on peut le comprendre, mais pourquoi exclure 2 partis qui représentent peu ou prou la moitié, voire même les 2 tiers des Français ? Nous avons toujours dit, nous, à Renaissance, que nous ne travaillons ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise. Les deux, d'ailleurs, je le note, censuré le gouvernement Barnier, ont d'ailleurs décidé de le censurer sur des motifs assez différents. L'un dès le début en disant que de toute façon il ne voulait pas travailler, et LFI a dit que de toute façon il n'était pas intéressé à rentrer dans une sorte d'entente de non-censure. Quant au Rassemblement national, on a vu ce qu'il a fait il y a quelques jours. Et les écologistes et les communistes et les socialistes qui ont aussi voté cette censure vont se retrouver tout à l'heure à l'Élysée. Alors, quelle est la logique de ce pacte de non-censure ? Je crois qu'ils bougent parce qu'ils entendent leurs électeurs qui leur disent « c'est pas possible de laisser la France sans budget ». On ne peut pas être en arrêt total, le monde continue à avancer, et nous, en disant que c'est uniquement notre programme, alors que nous n'avons pas gagné les élections, comme nous tous d'ailleurs. Et donc je crois qu'il y a en tout cas tant mieux, je note que, et chez les socialistes, chez les écologistes, ce qui est plus nouveau, même chez les communistes, une volonté en tout cas de pouvoir construire quelque chose d'une non-censure. Allons-y, c'est quoi une non-censure ? Avec des socialistes qui ne veulent pas d'un Premier ministre de droite et qui ne veulent pas de Bruno Retailleau à Beauvau, des LR qui ne veulent pas travailler avec les socialistes et d'un socle commun dont vous faites partie qui n'a plus grand-chose de commun. 2 choses différentes. Une non-censure à l'Assemblée nationale et un gouvernement. C'est 2 choses différentes. Je crois que les partis de gauche, en tout cas les communistes et les écologistes, sont plutôt à ne pas participer à un gouvernement, quel qu'il soit. Les socialistes regardent en fonction de la personnalité qui serait choisie. Et quant à Ensemble pour la République, mon parti, nous souhaitons nous participer au gouvernement. Et les LR regardent aussi. Donc, vous voyez, il y a un peu un jeu de porc et menteur. Oui, Sonia Mabrouk, je vous le dis très clairement. Ils s'entendent sur rien pour gouverner, avec quelle politique ? Attendons, à 14h, le président de la République les reçoit tous. Oui. Je salue la méthode, parce que les recevoir les uns après les autres... Est-ce que ce n'est pas justement une perte de temps ? Je vais aller jusqu'au bout. Sonia Mabrouk, les recevoir les uns après les autres, c'est très bien, mais les recevoir tous ensemble, qu'ils entendent les uns les autres, qu'ils entendent la position... et qui ne soit la même que celle qu'ils affirment devant le président de la République et celle qu'ils portent dans les médias. On en est là. Je crois que c'est important. C'est-à-dire, on en est là. C'est-à-dire, il faut réunir dans une même pièce tout le monde pour que, à la sortie, personne ne dise non, je n'ai pas entendu la même chose. La loi humaine est ainsi faite, Sonia. Pour l'intérêt du pays. Parfois, c'est assez important d'avoir tout le monde autour de la table et que chacun prenne ses responsabilités et entende les propos des uns et des autres. Mais alors, je répète ma question, comment on fait quand on est d'accord sur rien pour gouverner ensemble ? Parce qu'il faut un minimum, un budget, à trouver des accords. On a tous été élus le 7 juillet dernier, il n'y a pas si longtemps, avec quand même des mots d'ordre assez forts sur le fait que le travail paie plus, sur la souveraineté, la réindustrialisation, plus de sécurité. Enfin, on a tous entendu les mêmes choses. Donc, comment faire ? Pas tous entendu la même chose, pardonnez-moi. Non, je pense que du côté d'une partie de la gauche, c'est pas le même message qui est arrivé aux mêmes oreilles. Je crois que les électeurs, y compris les électeurs de gauche, dans ce que je viens de dire, peuvent tout à fait signer ce que je viens de dire. Après, ils ont évidemment des sensibilités sur tel ou tel sujet. Il faut trouver un socle commun, minimum, c'est vrai, qui permette d'adopter un budget et de se projeter dans l'avenir et d'apprendre à travailler en coalition. Alors parlons de cet accord politique selon vous, parce que vous êtes député, Sylvain Maillard. S'il veut échapper à une motion de censure, le président n'a d'autre choix, donc je vous entends bien, que d'avoir avec lui la gauche non France insoumise, en particulier les socialistes, détachés ou divorcés des insoumis, le bloc central, l'IOT, les LR. Arithmétiquement, c'est ce calcul que vous faites ? Exactement. C'est-à-dire que, d'ailleurs je l'ai toujours dit, on l'a toujours dit, en réalité la motion de censure contre Michel Barnier, elle est votée parce que les socialistes la votent. Et donc, au fond, mettre la pression sur le RN, oui, il faut la mettre, mais en réalité, la pression était sur les socialistes. Et donc, c'est aux socialistes de dire, est-ce qu'ils veulent qu'il y ait un gouvernement avec un budget, qu'on puisse porter des choses ensemble par rapport au message qu'ils ont entendu, ou bien ils vont rester juste dans la contestation. Oui, alors comment les convaincre ? Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que vous mettez dans leur besace ? Septembre prochain, puisqu'il n'y aura pas d'élection de toute façon avant septembre. Comment les convaincre de divorcer avec les insoumis ? Qu'est-ce qui peut être mis au centre de la table pour qu'électoralement, parce que c'est aussi leur intérêt, ils se séparent, ils s'éloignent des insoumis ? D'abord, rappelez qu'ils ont une histoire
gouvernemental, c'est un parti du gouvernement. Donc ça veut dire... Non mais c'est important Maillard, quand même. Vous êtes député, par rapport à être élu, j'ai François Hollande qui est pas très loin de moi sur mon rang. François Hollande, qui est quand même l'ancien président de la République, quand même, il n'y a pas si longtemps, il était quand même président de la République. Donc il y a quand même une culture de gouvernement qui est une culture de compromis en disant je veux accélérer sur tel ou tel sujet, et puis sur les autres, nous attendrons qu'il y ait un autre vote, mais qu'on trouve un moyen d'avoir au minimum un budget. Je crois que les Français attendent aussi ça, et on a besoin de relancer notre pays. J'entends. Est-ce que vous avez vous-même, c'est l'expression qui est à la mode en ce moment, des lignes rouges ? Est-ce que vous dites, par exemple, non, Bruno Retailleau, je ne veux plus de son maintien à Place Beauvau, ou au contraire, c'est quelqu'un qui a réalisé, qui a un volontarisme, qui l'affiche et il faut le maintenir ? Nous voulons un budget. Nous voulons trouver... Ça, j'ai bien compris tout à l'heure. Mais ma question portait sur certaines personnalités fortes aujourd'hui. Je ne suis pas certain que le problème soit les personnalités pour nous. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on puisse trouver de quoi faire fonctionner un gouvernement. C'est votre réponse, mais ma question porte quand même sur Bruno Retailleau. Vous ne voulez pas y répondre ? J'ai pas de discussion à faire. J'ai travaillé avec Bruno Retailleau pendant 3 mois, y compris sur des dossiers parisiens. Voilà, je n'ai pas à dire si je veux ou pas. Ce sera au Premier ministre de nommer les ministres qu'il souhaite. Mais le Figaro croit savoir aujourd'hui que l'ancien président Nicolas Sarkozy, lui, pousse pour un gouvernement avec à sa tête M. Sébastien Lecornu et puis M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, numéro 2, ministre d'État. Ce n'est pas rien comme tandem et comme duo. Est-ce que cette configuration serait acceptable pour vous ? C'est le président de la République qui nommera un Premier ministre après ses consultations, et ce Premier ministre établira un gouvernement qui représentera ceux qui veulent participer au gouvernement. Et vous ne voulez pas répondre à ma question ? En fait, c'est compliqué pour moi de vous dire, est-ce que Bruno Retailleau, si LR participe au gouvernement, moi ça me semble bien. Pour être tout à fait honnête avec vous. C'était ma question. Et donc je pense que plus les partis participent au gouvernement, mieux c'est. Ça stabilise un gouvernement et ça assure plus facilement une non-censure. Donc moi je préfère que tout le monde y participe. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on a à Ensemble pour la République, on a toujours porté ça. Moi, je me souviens de Gabriel Attal qui avait tendu la main pour que les uns et les autres puissent venir. Après, ça a été un choix des socialistes. Il a tendu la main, Gabriel Attal ? On a toujours tendu la main. Il a un peu retiré quand Michel Barnier en avait besoin. On a toujours tendu la main vers les socialistes, vers les LR, vers l'ensemble du bloc central en disant il faut que tout le monde participe. Monsieur Maillard, là on rentre dans la petite politique, mais comme c'est des calculs, j'y suis contrainte. Monsieur Attal n'est pas pour l'arrivée de Monsieur Lecornu parce qu'il vise aussi 2027 et qu'il ne veut pas avoir une personnalité qui réussisse peut-être à ce poste. Vous lui poserez la question. C'est le président. Moi, j'ai jamais entendu ça là-dessus. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que le président de la République choisira un Premier ministre. Pas facile, hein, qu'on soit très clair. C'est pas évident. Donc, il trouve la personnalité et ensuite, on construit un gouvernement, j'espère, le plus large possible. Et le plus rapidement possible. Et est-ce que vous estimez que le Rassemblement national n'a pas été, comme on l'entend en ce moment, dans vos rangs, fiable dans les négociations et qu'on ne peut plus composer avec le RN de Marine Le Pen ? Tant mieux, je préfère qu'on ne compose pas, moi, avec le Rassemblement national. Ça fait partie... Moi, je ne travaille pas avec eux. Quand je présidais le groupe Renaissance dans l'ancienne mandature, je ne travaillais ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise. Voilà, ça fait partie, je pense, des lignes, des positions politiques importantes, au fond de ça, de l'éthique dans laquelle on travaille. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui, on se dirige vers un pacte ou un accord, appelez-le comme vous le souhaitez, de non-censure, qui exclut totalement LFI et RN, avec donc les socialistes, avec LR, Lyot, etc. Et l'idée, c'est de ne plus du tout parler ou composer avec le Rassemblement national. L'idée, c'est d'avoir une majorité de non-censure, je le redis, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un gouvernement puisse tenir pendant plusieurs mois au minimum et être capable de voter un budget et de porter des réformes qui sont importantes. Il y a aussi plein de sujets sur lesquels on veut tous avancer. Je pense à la fin de vie, je pense sur le texte sur la fin de vie, sur la simplification. Je pense au Mercosur. Alors ça, c'est un autre, c'est pas un texte que l'on aura chez nous, mais un gouvernement... le texte sur la simplification, je crois que c'est très attendu par tous. C'est un texte sur lequel il faut avancer. Sur la fonction publique, vous en avez parlé tout à l'heure dans le journal, Romain Desarbres en parlait, sur lesquels il faut qu'on avance et on peut trouver un moyen de pouvoir faire en sorte d'avoir une fonction publique plus moderne. Je vous parle du Mercosur parce qu'il a été signé mais pas encore ratifié. Et on voit bien la colère des agriculteurs. Certains estiment que parce qu'il y a eu censure et une vacance politique, un vide politique provoqué, disent-ils, par le RN, finalement que ce Mercosur a été acté. C'est votre avis? C'est très clair. C'est évident que c'était une mauvaise manière de Ursula von der Leyen, qui a profité du fait qu'il n'y avait plus de gouvernement, qu'il n'y avait pas Michel Barnier
qui était... Donc en 2-3 jours, elle a tout organisé. Non, elle a profité du calendrier où il y avait une réunion en Uruguay, elle a pris un avion, elle est allée signer, alors qu'il n'était pas question la semaine d'avant encore qu'elle signe quoi que ce soit. Donc oui, c'est d'une mauvaise manière, je le dis très clairement. Nous sommes tous prononcés à l'Assemblée nationale contre le Mercosur, en tout cas en l'état de ce qui nous est proposé. Nous voulons protéger notre agriculture française et donc nous nous opposerons. Il y a encore différents processus qui vont arriver. Il faut y croire. Mais, en tout cas, on fera tout pour s'y opposer dans l'état où est l'accord, en tout cas ce qui a été signé. Une question sous forme de conclusion, Sylvain Meillard, vous faites partie de ce socle commun. Quand la censure a été votée, au moment où le Premier ministre Michel Barnier se lève et qu'il est applaudi par vous et par tout ce socle commun, dont Gabriel Attal, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, a confié cette phrase. C'est la première fois que je vois le socle commun uni. Oui, c'est un moment très fort. Mais c'est la première fois. En tout cas, c'était un moment très fort. Je pense que c'était un moment très fort. Et on a ressenti l'émotion aussi de Michel Barnier et nous-mêmes qui savions que nous sautions dans l'inconnu avec des oppositions qui, honnêtement, se sont comportées de façon très étrange. Et je pense qu'il y avait un peu, pour certaines d'entre elles, la censure honteuse. Et donc, voilà, c'était un moment assez fort. Merci Sylvain Meillard. C'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt et bonne journée. Bonne journée à vous tous.